Donc un petit historique de notre laboratoire, il a été créé en 1959, donc environ 60 ans, par Péchinet. En 2003, Alcan a racheté Péchinet, et en 2008, c'est Rio Tinto qui a racheté Alcan. Ce qui fait que Rio Tinto est vraiment l'héritier de Péchinet. Et aujourd'hui, avec les désengagements dans les actifs en France et en Europe, en tout cas en France, nous sommes plus qu'environ 200 salariés Rio Tinto qui sommes sur l'aluminium. Tout à l'heure, lorsque nous aurons l'analyse par Syndex, et donc nous sommes désolés, nous l'aurons un petit peu après, mais ils vont vous parler de la segmentation de la filière. Filière, hein, je vais faire une petite introduction comment dire, voilà, la filière, c'est l'amont pour l'électrolyse de l'aluminium, et c'est ce qu'on appelle l'aluminium primaire, lorsque on obtient de l'aluminium à partir du minerai, de la bauxite et puis de l'alumine. Ce que nous appelons le milieu de la filière, c'est la transformation. C'est tout ce qui est les métiers de extrusion, laminage, etc. Lorsque le métal existe, qu'il est sous forme d'alliage d'ailleurs et qu'il est transformé. Et la filière aval, c'est les utilisateurs de la filière, c'est-à-dire principalement l'automobile, l'aéronautique, les boîtes basse boissons, le bâtiment, le transport, etc. Voilà ce que quand nous appelons la filière, c'est ce panorama complet. Et contrairement à Péchinet, où quand il y avait Péchinet, il y avait des actifs dans la plupart des éléments de la filière. Aujourd'hui, notamment en amont, ce qui concerne l'électrolyse de l'aluminium, la filière est très segmentée et il n'y a plus une seule entité, mais plusieurs petites entreprises qui, dans la fabrication de l'aluminium, qui dans la recherche, qui dans les fournisseurs dont Jean-Luc parlera. Et ce qui fait que donc, cette filière aujourd'hui est segmentée. Et un point important à connaître pour notre laboratoire de recherche, c'est qu'en 2020, Rio Tinto a décidé que notre R&D n'était plus au service des clients historiques à qui on avait vendu pendant 60 ans la R&D, et que la R&D allait rester uniquement au service des usines de Rio Tinto en interne, ce qui fait que, de fait, l'une des conséquences, c'est qu'il n'y a plus de R&D française au service des usines françaises, voire européennes. Du coup, j'ai parlé des atouts de la R&D, mais bon, bien sûr, dans les atouts de la R&D, je parle donc plus de notre site, puisque nous ne faisons plus partie de ce qui s'appelle une filière, mais n'empêche que je voudrais parler des atouts de la R&D, et notamment citer le plan de transition sectorielle qui a été établi par l'ADEME en mars 2023, et qui notamment parlait comme l'un des éléments intéressants à regarder avec tous les industriels, d'ailleurs présents avec eux à l'ADEME, et la plupart des industriels français ont fait partie de cette réflexion. Il parlait de faire un consortium de recherche entre plusieurs industriels, et donc par là, ça prouve bien que c'est intéressant d'avoir un lien. La R&D, c'est un lien dans une filière pour avancer. Donc ça, c'est les atouts de la R&D en général. Et bien évidemment, selon si ce consortium voit le jour, selon si Rio Tinto souhaite y participer ou pas, sur certains points ou pas, bien évidemment, après les atouts de notre site, c'est 60 ans de recherche avec un patrimoine intellectuel et un patrimoine industriel dont il serait dommage de se passer.
En ce qui concerne la problématique sociale, l'historique que je vous ai donné, bien évidemment, donne quelques inquiétudes sur l'avenir de notre site. Et alors, c'est des inquiétudes qui sont plus ou moins prégnantes en fonction de la conjoncture. Et un autre point sur la problématique sociale, c'est que nos métiers rencontrent en général des problèmes de recrutement. Et d'une part, parce que c'est des métiers très techniques et que ça n'a pas le vent en poupe en ce moment, et puis d'autre part, certainement aussi parce qu'il n'y a pas des opportunités de carrière dans une filière consolidée, bien connue, etc. J'en finis ma présentation par ce qu'on pourrait appeler des revendications ou peut-être des propositions que l'on pourrait faire et à mettre au débat et en discussion dans la journée. Mais un premier point, ça serait de réfléchir à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de filière. Parce que ça permettrait de mettre un peu en commun peut-être des talents et aussi de faire un centre de formation commun. Alors, nous espérerions ainsi attirer des talents, que ce soit des femmes et des hommes, et j'insiste sur les femmes parce que je pense que nos filières et nos différents sites sont à la recherche de femmes, de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens et aussi d'opérateurs qualifiés, et notamment dans la R&D, où nous, au LRF, on a un mini prototype qui tourne. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec des opérateurs et c'est vraiment la totalité des talents dont je parle. Et puis, voilà, donc ces outils GPEC et centre de formation commun permettraient peut-être d'attirer les talents. Un autre point de revendication serait que les instances de l'aluminium, en particulier comme Aluminium France ou Aluminium Europe, ou lorsque l'ADEME travaille en cohérence avec les industriels et les politiques pour faire un plan de transition sectorielle, eh bien nous souhaiterions que les corps intermédiaires dont les syndicats font partie soient partie prenante des réflexions. En fait, ce que nous pensons, c'est qu'en tant que représentant syndical, et là je ne parle pas seulement de la CFDT, mais de toutes les représentations syndicales, et je sais que dans le public, il y a quelques autres syndicats. Nous pensons que nous avons des choses à apporter de façon complémentaire à la réflexion entre les industriels et les politiques, notamment parce que nous sommes des représentants de salariés, mais également des représentants des consommateurs. Et lorsqu'on parle d'une filière technique comme l'aluminium, on a envie de dire que le consommateur doit être intéressé à ça parce qu'il ne peut pas faire seulement que de penser à consommer propre, mais il faut également qui se pose la question, quand je consomme propre, j'ai une voiture électrique, donc il y a de l'aluminium dedans parce qu'elle est légère, etc. Il faut aussi qu'il se pose la question de savoir comment c'est fabriqué. Et nous, on pense qu'en fabriquant localement, on a des moyens d'apporter des solutions pour fabriquer propre et aussi recycler propre. Et donc, quelque part, l'idée c'est de dire, lorsqu'on consomme propre, d'abord on veut consommer de façon raisonnée, mais après, une fois qu'on a dit ça, on veut avoir ce que nous avons appelé dans notre groupe local une éco-vision de la filière, où on va non seulement consommer de façon raisonnée et donc éco-consommer, et puis éco-fabriqué, éco-recyclé, avec un E comme éthique, un C comme co-construit. L'idée c'est bien de co-construire entre les organisations syndicales, les industriels et les politiques, et puis O comme optimiser, parce que l'idée c'est d'optimiser l'ensemble de la filière de façon à être raisonnable d'un point de vue environnemental. Je mets un chronomètre dans la tête, c'est pile 10 minutes, bravo. Merci Nathalie.
Effectivement, ces enjeux de recherche, tu les soulignes bien, Nathalie, et c'est vrai que si là aussi on cherche à dézoomer sur ce qui se passe en France et en Europe au niveau européen, il y a un objectif d'investissement dans la recherche à hauteur de 3% du PIB de chacun des pays, et ça c'est un objectif je crois qui date de 2010, mais en France on est toujours plafonné à 2,4, 2,5% dans le meilleur des cas, et c'est surtout effectivement la recherche, non pas publique, mais la recherche privée qui est défaillante, malgré effectivement un certain nombre de dispositifs qui aident, et notamment le crédit impôt recherche. Et donc là, effectivement, cette filière d'excellence, là aussi, elle a du sens, et elle conduit, comme tu l'as souligné d'ailleurs, à avoir effectivement des processus et des procédés issus de la recherche française qui sont disséminés à travers le monde, et merci pour ces propositions aussi formulées. Pour le coup, nous allons un peu plus loin dans la filière, donc toujours en avançant donc avec Jean-Luc Pozzalo, donc au titre des représentations des salariés donc de l'entreprise Tokai Cobex. C'est ça, Tokai Cobex Savoie, donc un petit peu d'histoire aussi, hein, c'est une des plus vieilles entreprises, elle aura 130 ans dans 3 ans. Donc elle a été construite en 1896. Et ça s'appelle l'unité de fabrication savoyarde, la Société des carburants métalliques, à Notre-Dame de Briançon. Il faut savoir qu'il y a quelques faits marquants dans cette entreprise, entre autres Antoine Croizat, père d'Ambroise, un ancien ministre des Travailleurs et créateur de la Sécurité sociale, qui était manœuvre 12 heures par jour. Il a travaillé à Carbone Savoie, avec mon grand-père, entre autres. Il habitait dans la cité ouvrière des Maisonnettes, justement, où sont nés ma famille. En 1913, il faut savoir qu'à Carbone-Savoie a été créée la Fédération des défenses des agriculteurs. Il faut savoir qu'elle existe, elle a été créée dans cette société pour sauver les noyés, entre autres. Donc, d'ailleurs, je vous cite les premières lignes, puisque j'ai l'original. Hein. Je cite les premières lignes de la date du 13 avril 1913, où devra être créée et inscrite en lettres d'or au frontispice de l'édifice de la Fédération de défense des agriculteurs que vous allez créer à cet instant. Vous voyez comme quoi on a 130 ans d'histoire et on a vécu quelques faits marquants. Et en 1919, le directeur de Carbone Savoie a créé une des premières garderies d'enfants, justement. Ce qui prouve bien, c'est qu'on revient un peu en arrière sur ce qui existait à l'époque. Voilà. Ça, ce sont des faits marquants sur Carbone Savoie. 130 ans d'histoire. Alors, le désengagement. Il faut savoir que nous, on a intégré Péchinet en 1971. Donc, on est devenu une des références technologiques mondiales pour justement le consommable dans les filières aluminium. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on fabrique l'intérieur des cuves d'aluminium, tout ce qui est cathode, anode, pâte de brasse, etc. On est l'indispensable de l'aluminium sans jamais en avoir fait partie, quasiment. C'est-à-dire qu'on a toujours été mis à l'écart en pensant qu'on n'existait pas. Et chose qui est fausse, pourquoi? Péchinet nous a acheté pour fournir ses propres sociétés. Rio Tinto nous a acheté et nous a coulé. Pourquoi? Parce qu'il a fourni ses propres sociétés à un prix dérisoire, avec des succursales qu'ils avaient créées justement pour donner le minimum. Voilà, tout simplement. Donc, et de là, c'est pour parler que le déclin a commencé quand on a été, entre guillemets, bradé à Alcan et à Rio Tinto. On était en 1971 1200 ouvriers sur Carbone Savoie, Notre-Dame, juste une société. Et quand on a été vendu, on est devenu à 400 personnes. Qui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours 400 personnes sur 2 sites avec Lyon. La Léchère, c'est 300 personnes. Voilà. On a été en 2016, on a eu un regain de vitalité quand on a été repris par le groupe Alandi Industrie, avec l'aide de Laurent Berger, qui est venu à Carbone Savoie en 2015, et qui nous a donné un petit coup de main pour sauver une partie de la filière aluminium, comme l'a fait Chérec en 2012 pour Tribet. Il faut savoir que chaque secrétaire général a inscrit sa petite lettre dans la filière aluminium. Voilà. Donc de là, on a imaginé un futur et comment, entre guillemets, pouvoir travailler pour une sauvegarde d'une société qui, entre guillemets, est en train de perdre un petit peu son élan qu'elle avait d'antan, puisque Péchinet est un patrimoine. Alors d'aujourd'hui, il faut savoir que c'était des milliers d'emplois et comme elle a dit Nathalie, c'est 180 emplois sur toute la France.
Alors, elle ne vous dira pas le pourquoi, hein. Simplement, il faut savoir que Péchinet, c'est un capital de 3 milliards à peu près, et que ces 3 milliards correspondent à Aluminium Péchinet de 180 personnes. Alors, comment partir sobrement et récupérer cet argent qui vient des CIC, entre guillemets, de l'argent de public français? Voilà. C'est ce qu'on avait expliqué à l'époque, en 2016, au ministre de l'économie, qui s'appelait M. Macron, hein, quand on est monté, et que la réponse a été ouais, mais je peux rien faire. Donc voilà, et nous, on peut, je pense, faire des choses au niveau de la CFDT. Alors on est 97% à l'export, on a une présence mondiale, un savoir-faire et une référence technologique inégalée, faisant partie des meilleurs au monde. On a une capacité de production de 30 kilotonnes de cathodes, 20 kilotonnes de pâtes, de dalles et 25 kilotonnes de graphitation. Alors pour vous, ça ne vous parle pas beaucoup, mais pour nous, c'est énorme. Pourquoi? C'est parce que il faut savoir que le marché de la cathode en France, enfin dans le monde, c'est à peu près 100 kilotonnes. Donc dès le moment où on dit qu'on en a 40, ça veut dire qu'on a à peu près 60% de la capacité mondiale. On a des partenariats technologiques en Europe, Nord-Amérique et Moyen-Orient. Nous sommes l'incontournable fournisseur de consommables pour les usines d'aluminium. Alors il faut savoir que quand j'ai dit Nord-Amérique, Moyen-Orient, vous voyez, on ne parle pas de la Chine, on ne parle pas du Brésil. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les Chinois peuvent amener des cathodes en France, des anodes en France, et fournir les usines d'aluminium en France et en Europe, ça leur coûte zéro. Nous, dès le moment où on veut attaquer la Chine, on paye tellement de taxes que c'est pas rentable, et du coup, on ne peut plus aller dans ces pays, et on ne peut jamais y aller. Donc ce qui veut dire, c'est qu'au niveau européen, on a un rôle à jouer aussi sur les taxes à l'export et à l'import. Voilà, ça c'est hyper important. Je rappelle juste que c'est un des dossiers sur la taxe carbone qu'a écrit Édouard Martin quand il était eurodéputé, et un ancien CFDT aussi, un leader de la métallurgie, hein, de Florence. Voilà. Il faut savoir que c'est un dossier qu'il a écrit, qui est en train de s'appliquer à l'heure d'aujourd'hui, mais qui prend des années pour être applicable, hein, puisque je crois que le décret date de 2019, 2021, je ne sais plus, mais n'empêche qu'on est encore pénalisé à l'heure d'aujourd'hui, nous, les industries de l'aluminium. Alors nous, on a quand même un futur. Pourquoi? Alors je l'ai expliqué, hein. On a travaillé sur un futur avec Alandia Industries et aussi Laurent Berger, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, à l'heure d'aujourd'hui, la filière aluminium, c'est tout. C'est aussi les véhicules électriques. Hein. Pourquoi? Un véhicule électrique, c'est 70% d'aluminium contre 50% pour un véhicule thermique. Par contre, dès le moment où on fait plus de thermique, on fait plus de culasse de véhicules, on fait plus de polyéchappement, on fait quoi ces entreprises? Donc nous, on a réfléchi à ça et on s'est dit, on fait du graphite pour les usines d'aluminium, pourquoi on ne ferait pas du graphite synthétique pour les batteries des véhicules électriques? Et on est en train de se lancer sur ce dossier depuis 2019. Il faut savoir que c'est la CFDT qui a écrit ça chez Alandia Industries. D'accord? Ça n'existait pas en France et en Europe. Et la CFDT cautionne ça. Et elle a le premier syndicat qui, à l'heure d'aujourd'hui, a soutenu et signé ce départ avec Alandia Industries. Ça veut dire que derrière, on est le seul et le premier fournisseur de graphite synthétique en Europe et en France. Il n'en existe pas d'autre. On est en train de breveter tout ça. On a un dossier qui est hyper important, c'est sur l'amener du gaz en parenthèse, justement, pour démarrer ces productions qui vont devenir mondiales. Notre ambition, c'est de devenir le premier fournisseur européen de graphite synthétique. Comme je vous l'ai dit, pour ça, il faut que le gaz arrive. Si le gaz n'arrive pas, c'est 60 emplois en moins et la fermeture de Carbone Savoie dans les 10 prochaines années. Pourquoi? Parce que Tokai Cobek Savoie est en train de réfléchir à la rentabilité et à transférer de la production à un atelier complet. Ils sont présents là dans la salle aujourd'hui. C'est 60 personnes à un atelier complet pour transférer la production en Pologne, entre autres. Ça veut dire qu'on est touché directement par nos propres amis européens. 3 minutes. 3 minutes, ok. Réduction des effectifs, opérateurs, etc. Alors nos revendications. Nous voulons jouer un rôle actif dans la vision industrielle de Tokai Cobek Savoie. Sans une stratégie industrielle sur de long terme, Tokai Cobek Savoie ne survivra pas, car devenir monoproduit pour les cathodes restantes mettra en danger la pérennité des sites, notamment à Notre-Dame-de-Briançon. Nous devons renforcer le pôle R&D et maintenir nos partenariats technologiques. Pourquoi? La filière aluminium est en danger alors que la réalité est industriellement viable. Avec le soutien de l'État, il faut sécuriser nos catalogues de produits en ajoutant d'autres produits d'avenir comme le BAM,
les batteries justement. Pour cela, il est indispensable que le gaz arrive en parenthèse, nous permettant d'avoir des investissements au redémarrage des fonds de cuisson, entre autres. Il faut maintenir la pérennité d'un fonds stratégique pour le thon, pour les 2 derniers sites français électrolysés d'aluminium, Saint-Jean, Trimette, sauvé par M. Chérec, entre autres, hein, qui a travaillé sur ce dossier en 2012, et privilégier la production de carbone en France. Est-ce normal qu'Aluminium Dunkerque, subventionné par l'État, se fournisse en 2023 en cathodes chinoises et entre autres japonaises chez SEC, prenant plus de 50% du marché sur ce qu'ils ont besoin à l'étranger, alors que l'État a débloqué plus de 3 milliards pour sécuriser cette filière. Il faut sécuriser l'implantation des produits chinois et ne pas pénaliser les entreprises françaises et européennes. La Chine détruit lentement l'industrie de l'aluminium, justement à cause des taxes. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette conclusion et cet éclairage là aussi très important. On voit bien que de la recherche effectivement à la fabrication de carbone pour les anodes et cathodes, on a là aussi une excellence là aussi dans à la fois la recherche et puis dans la fabrication d'outils précieux pour la filière. Et cette mise en perspective aussi historique avec les soubresauts de l'industrie, les différents propriétaires et les différents acteurs qui ont dans leur nom donc pu émailler l'histoire de cette filière. On voit bien que là aussi les soubresauts encore une fois de l'histoire industrielle française se retrouvent bien ici aussi dans ces vallées. Avec ces enjeux de compétition internationale, la Chine, on l'évoquera là aussi certainement à d'autres moments, et notamment avec nos experts de Syndex. Et pour le coup, ça nous amène aussi à réfléchir aussi sur les aides aux entreprises et effectivement, à un moment donné, sur les conditionnalités des aides pour que cette politique industrielle ou les politiques industrielles qui associent des aides publiques à des entreprises eh bien, puissent à un moment donné être suivies et évaluées dans leurs effets. Et pour le coup, nous continuons donc du coup la découverte de cette filière avec Fabrice Ménager, et donc sur un autre bout de la filière, donc avec Ugitech. Donc Fabrice, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Ugitech, l'histoire elle a commencé en 1900 grâce à un ingénieur chimiste qui s'appelle Paul Giraud, pour ceux qui le connaissaient. En 1966, la société a fusionné avec les établissements Kuhlmann pour donner naissance à Ugine Kuhlmann. 5 ans plus tard, une nouvelle fusion a eu lieu avec Péchinet pour devenir Péchinet Ugine Kuhlmann. Premier groupe industriel privé français présent dans l'aluminium, la chimie, le cuivre, le combustible nucléaire et les aciers spéciaux. Le lien est donc fait avec l'aluminium, dont le thème est ce jour. En 1982, nos chemins se sont séparés pour créer d'une part Péchinet et de l'autre part Usinor. Par la suite, nous fûmes Ugine SA, Sprit Metal, et enfin Ugitech sous Arcelor, puis Ugitech toujours sous la bannière Schmalz & Bickenbauer en 2006, et enfin Swiss Steel depuis 2020. Donc en fait, ça fait 122 ans qu'Ugitech n'a cessé de chercher des partenariats pour s'adapter aux évolutions de notre société. Et cela devra se poursuivre si nous voulons décarboner notamment nos productions. Comment faire autrement pour investir massivement dans les outils de production divers en toute cohérence? Cette cohérence doit s'opérer entre les entreprises, mais également avec les pouvoirs publics et les organisations compétentes, comme cela peut être visible aujourd'hui, et merci à chaque représentant d'être présent aujourd'hui. Cette cohérence également, elle est essentielle lorsque nous abordons notamment les notions de financement, nous en avons un peu parlé tout à l'heure, lorsque nous abordons les thématiques d'aide publique ou de taxes aux frontières par exemple. Tous ici, et j'en suis intrinsèquement convaincu, nous sommes actifs pour que l'histoire perdure. Nous devons sans cesse innover et entreprendre. On a parlé de R&D, on a parlé de centres de recherche. On est tous concernés par l'innovation et l'envie d'entreprendre, c'est essentiel. On est aussi conscient que tout ne fonctionne pas toujours comme nous l'avons prévu, mais il est primordial d'essayer sans relâche. Quel sacré défi devons-nous encore réaliser actuellement? Tout s'accélère
en termes de décarbonation, dans les domaines d'énergie, de recyclage, pour ne citer que. Aujourd'hui, il est indispensable de se concentrer notamment sur la partie recyclage et réduction d'énergie si on veut perdurer. Cette évolution des technologies a un impact fort sur l'emploi, sur la formation, la gestion des compétences. Tout à l'heure, Nathalie, tu as parlé de GEPC, donc on parle de ça. Tous ici également sommes concernés et impliqués. Comment faire tourner nos industries sans humains compétents? Il est évident que les salariés sont essentiels, mais que feraient-ils sans travail? Aujourd'hui, Jean-Luc a mis en évidence un peu toute la décadence que tu as pu connaître au niveau industrie. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on parle aussi de ça, c'est de conserver nos emplois. Quel sens donner à cette démarche d'émancipation professionnelle sans industrie? Oui, tout est bien lié. Protégeons nos activités en Europe, préservons notre patrimoine intellectuel et industriel dans nos territoires. La réindustrialisation, elle va en poupe. On en entend parler à la télé par nos politiques, c'est très bien. Aussi, challengeons-nous. Avant de réindustrialiser, tâchons de ne pas continuer à désindustrialiser. Pour l'aluminium, les métaux critiques, les métaux de base, engageons des partenariats co-industriels ou entre branches pour concentrer nos forces et nos moyens. Nous parlons là des valeurs sanguines de la CFDT, qui sont la démocratie, la solidarité, l'émancipation, l'indépendance et l'autonomie. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Fabrice, de ces messages forts. Et au fond, effectivement, ton expression vient vraiment en bel écho avec celle de Nathalie et Jean-Luc. Et puis, pour rebondir sur ce que tu exprimes dans ta conclusion, c'est vrai que le dialogue social, c'est important, la coopération c'est important et l'union c'est important, et pour une filière aluminium qui est pleine d'avenir, effectivement ce sont des notions qui font écho évidemment avec des valeurs et des engagements au sein de la CFDT. Merci beaucoup Fabrice pour ton apport. Nous continuons notre cheminement et notre découverte de la filière, et donc Jean-Marie en tant que secrétaire national donc, de la fédération FGMM, Mines Métallurgie, en particulier, donc, tu connais bien la filière donc, automobile. Tu as même rédigé avec des partenaires de la CFDT un rapport qui fait date avec Syndex d'un côté, et puis de l'autre côté la Fondation pour la Nature et de l'Homme. L'électrification de l'automobile, ça a été évoqué avec Jean-Luc notamment. Comment effectivement, du coup, quand on est en aval de cette filière aluminium, ces enjeux, tu les perçois, et quelle analyse tu peux partager? Bonjour à toutes et tous. Je vais revenir déjà à la base en fait de la métallurgie, tout au moins au niveau de la fédération. Si on fait référence à l'organisation patronale qui est en face de nous, à savoir l'UIMM, les maîtres des forges. Les maîtres des forges représentaient les industries du fer, de la fonte et de l'acier. Aujourd'hui, c'est complètement chamboulé tout ça en fait. La référence à l'acier n'est plus si forte que ça, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le matériau conducteur, entre guillemets, au sens activité, c'est sans doute l'alu. Aujourd'hui, par exemple, pour une fédération comme la métallurgie, qui couvre à peu près 2 millions de salariés, si on regarde d'un point de vue filière, secteur ou branche, on a l'emballage. On couvre tout le secteur de l'emballage, donc les canettes, tout ce qui est canettes de boissons, tout ce qui est conserverie. On a aussi en responsabilité de suivi tout ce qui est en lien avec les matériaux non ferreux, dont l'aluminium, le secteur de la sidérurgie, tout ce qui est en lien avec l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire. On a aussi le secteur minier. Alors historiquement, c'était effectivement les gens qui étaient dans les mines. On en est sorti pour aller vers plutôt les services de santé, mais l'actualité et les potentiels, on va dire, autour de l'extraction minière font qu'on va de nouveau se réinterroger par rapport à tout ça. On a aussi la branche recyclage, les fonderies, et on a aussi tout ce qui est mécanique et équipement. En fait,
l'aluminium, comme je disais, est un produit conducteur de nos activités parce qu'on le retrouve dans toutes ces branches, dans tous ces secteurs et dans toutes ces filières. Et là où on est vraiment réinterrogé, ben justement, c'est sur ce basculement. Ça s'accompagne effectivement d'une transition assez saisissante, par exemple, dans l'automobile. Ça a été souligné par Jean-Luc, mais on passe en fait de la fonderie de blocs à plutôt à l'utilisation de tôle et d'emboutissage. L'aéronautique aussi est complètement réinterrogée par rapport à ça. Alors c'est dommage de ne pas avoir la présentation de nos camarades de Syndex, hein, mais on l'aura sans doute après, mais effectivement il y a pas mal de chiffres à mettre en perspective par rapport à ça. Mais... Donc si vous voulez, d'un point de vue pratique, ce qui se passe aujourd'hui pour l'utilisation de l'aluminium, c'est d'une part une montée en puissance du nombre du besoin, on va dire, et une transformation des usages, on va dire, de l'aluminium. Donc, nous, ce qu'on doit gérer, effectivement, c'est cette approche de captation des ressources. Parce qu'on est, nous, en tant que fédération, on n'est pas sur l'aluminium primaire. Ce n'est pas notre champ d'intervention, en fait. On est plutôt sur la partie donc, recyclage et transformation de l'aluminium. Donc, on a eu à gérer dernièrement des fermetures de fonderies captives de l'automobile, de façon assez saisissante, hein, et du coup, on a plutôt des enjeux autour de la GPEC, comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure, donc la GPEC territoriale, on aura l'occasion d'y revenir aussi dans la journée, et une adaptation en fait des process et l'utilisation de l'aluminium dans des process qui de plus en plus embarquent de l'aluminium. Donc il y a aussi la question de la capacité qu'on a à sourcer en France et en Europe l'aluminium pour pouvoir continuer à fabriquer des produits en France à partir de l'aluminium qu'on pourrait approvisionner en France et en Europe. Pour l'aéronautique, ça met en évidence quand même une question assez importante aussi qu'il faut vraiment travailler, nous semble-t-il, c'est la question des alliages d'aluminium en fait. Parce que sous la forme aluminium, on a plusieurs produits et plusieurs caractéristiques qui se cachent. Et la capacité aussi qu'on a après à réinjecter ces produits avec des alliages complexes fait question au niveau de la fédération, quoi. Je parlais tout à l'heure de la branche recyclage. C'est une chose qui aussi est importante pour nous. La branche recyclage porte en son sein, on va dire, toutes les activités de recyclage industriel. Donc pas la collecte de déchets ménagers, mais tout ce qui est transformation des produits de récupération. Et c'est une filière qu'on souhaite montante, qu'on souhaite voir s'étoffer, qu'on souhaite voir être légitime et organisée. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit plutôt, c'est secteurs et filières organiser leur propre réseau de captation, on va dire, des matières et des produits de recyclage. Et là-dessus, on pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire en termes de stratégie industrielle. On en parlera, mais de toute façon aussi, c'est un peu une table ronde, mais pour nous, les enjeux sont surtout autour de cette partie-là. C'est comment on arrive au niveau de l'aluminium à faire qu'il y ait zéro produit de recyclage qui quitte la France ou l'Europe à minima. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut rompre définitivement avec le schéma directeur qui consiste à collecter des produits et de recyclage, les envoyer recycler à l'extérieur et retourner des produits manufacturés en Europe et en France que de nouveau on recycle, etc. Autant être en circuit court, quoi. Voilà. Donc pour la fédération, je le disais, les enjeux sont de plus en plus importants en termes d'impact. Moi, je suis rentré dans ce groupe de travail là, sur l'aluminium par la petite porte de l'automobile. Et tout le travail qui a été fait avec les collègues, les locaux, enfin les régionaux de l'État, un peu plus les collègues de la FCE, m'ont permis d'appréhender le sujet d'une façon un peu différente et d'y donner, on va dire, finalement quelque chose de plus transverse, d'interfilière, qu'au départ, effectivement, je n'avais pas cette sensation-là, quoi.
Donc pour la fédération, il y a tout intérêt à ce que l'aluminium soit en bonne santé, parce que ça veut dire qu'on aura des industries en bonne santé, des entreprises qui font des équipements, de la manufacture en bonne santé, et du coup des emplois potentiellement de proximité qui seront effectivement plus facilement exploitables pour les filières descendantes telles que l'automobile, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc, de cet apport et de cet éclairage. Et merci aussi d'avoir ouvert aussi à toute la diversité, effectivement, de l'aluminium qu'on retrouve finalement partout. C'est à la fois l'emballage, c'est aussi les moyens de transport, donc l'automobile, l'aéro, le ferroviaire, l'aéronautique, et puis également d'avoir ouvert aussi à cette notion de recyclage les propos et les esprits, puisque c'est vrai que c'est un des métaux qui se recycle le mieux, certains disent même à l'infini, et donc il y a un enjeu, effectivement, une fois que cet aluminium est produit, et c'est vrai que la production de l'aluminium, c'est quand même aussi une dépense énergétique au départ qui est très très forte, et donc du coup qui pose la question évidemment de l'empreinte carbone, mais qui ensuite peut permettre, en étant amorti effectivement dans le temps, en étant recyclé, donc de complètement effectivement du coup contenir cet impact carbone. Et pour le coup, ça nous amène effectivement in fine à aborder toute cette dimension aussi européenne de cette filière aluminium. Alors pour le coup, et merci encore à Benjamin Denis de nous avoir rejoint en tant que Senior Policy Advisor à Industrial Europe, donc qui est la représentation des syndicats en Europe et auprès des instances européennes. Donc merci à toi de nous faire l'amitié de venir à notre rencontre. Alors les deux fédérations, Fédération Chimie et Énergie et Fédération Mine Métallurgie, avaient présenté voici un an une sensibilisation donc sur les enjeux de la filière aluminium. On a vu que à plusieurs reprises dans les propos exprimés, effectivement là aussi, à la fois les politiques industrielles européennes, que ce soit en matière de recherche, que ce soit en matière de soutien aux industries, a été évoquée ou invoquée. La question du MACF aussi, le mécanisme d'ajustement aux frontières, donc entre guillemets pour être rapide, la taxe carbone aussi est un autre enjeu. Donc comment est-ce que au niveau européen, justement, au niveau d'industriel, vous analysez la situation de cette filière et quel regard, quel éclairage vous pouvez partager? Merci Benjamin. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je préfère Benjamin que Policy Advisor, je ne sais pas quoi. Mais bon, dans le bestiaire syndical européen, on a besoin d'une nomenclature pour savoir qui fait quoi. Nous, ce titre un peu pompeux, j'en conviens, surtout quand il est prononcé en anglais. Très heureux d'être ici. J'ai pas hésité longtemps entre Dubaï et Chambéry, et pas uniquement parce qu'on m'a dit que la qualité de la fondue savoyarde à Dubaï était nettement en dessous de ce que j'ai pu goûter hier. Je pense que c'est important pour nous, fédération syndicale européenne, de nous décentrer, d'être présents, d'être à l'écoute, de venir sur le terrain. Sur le terrain. En tout cas, au plus proche des réalités telles qu'on peut les vivre, des réalités industrielles, des réalités sociales telles qu'on peut les vivre dans les différentes régions, dans les différents bassins d'emploi, dans les différents territoires. Parce que ce qui fait notre spécificité, je le pense vraiment, dans la bulle européenne, c'est que précisément, on a ce contact avec les réalités de terrain. Et ce que j'ai écouté, je suis aussi venu pour écouter autant que pour parler, me conforte dans cette idée que ce contact avec les femmes et les hommes qui travaillent dans ces industries nous permet d'avoir des positions beaucoup plus riches, beaucoup plus construites que celles qu'on peut entendre dans la bulle européenne, qui sont très très souvent monodimensionnelles. Et en l'occurrence, je ne suis pas du tout un expert de la filière aluminium, raison aussi pour laquelle j'ai beaucoup écouté et j'ai pris quelques notes. Je m'occupe principalement de politique industrielle au sein du secrétariat d'Industrial Europe. Et je vais focaliser ma brève intervention sur trois aspects qui me paraissent importants, trois aspects
qui montrent finalement que l'Union européenne, la réponse européenne, si elle est loin d'être parfaite, j'y reviendrai, elle permet quand même de fournir des éléments de réponse à quelques-uns des enjeux qui ont été évoqués. J'en identifie 3 extrêmement importants pour la filière aluminium. Premier enjeu, énergie, son coût et sa disponibilité. Deuxième enjeu, l'enjeu matière première, économie circulaire. Et troisième enjeu, l'aspect compétition internationale, commerce international, avec un contexte qui est extrêmement difficile. Et pour ces 3 éléments, une part importante des leviers se trouve au niveau européen, se trouve dans la politique industrielle européenne. Alors je vais dézoomer quelques secondes, quelques instants avant de me plonger sur ces 3 enjeux, mais on a vu depuis 3 ans à peu près une renaissance de la question politique industrielle au niveau européen. On s'en est réjoui au niveau de l'industrie de l'Europe, d'une part parce que pendant des années on nous a dit la meilleure politique industrielle est celle qui n'existe pas. Il ne faut surtout pas que les autorités publiques, qu'il s'agisse des États membres, des gouvernements, qu'il s'agisse d'autorités subnationales comme des régions, des départements, selon les différents pays et les contextes institutionnels, le moins les autorités publiques mettent leur nez dans les affaires industrielles, le mieux c'est, parce que finalement, le secteur privé, les investisseurs sont finalement les mieux placés pour décider de ce qu'il faut faire pour le bien commun. On est sorti de ça. Enfin, on est sorti. On espère qu'on est en partie sorti de cela, et de ce narratif qui a quand même montré toutes ses limites, parce que toutes les situations de dépendance qui se sont révélées, notamment à l'occasion de la pandémie, notamment à l'occasion de la guerre en Ukraine, elles sont principalement la résultante de stratégies d'approvisionnement low cost mises en place par des firmes multinationales qui ont des stratégies qui sont orientées par la volonté de maximiser à court terme le profit redistribué aux actionnaires, plus que par la volonté de pérenniser une activité industrielle sur les territoires au bénéfice du bien commun. Deuxième raison pour laquelle nous nous sommes réjouis de ce retour en force de la politique industrielle au niveau européen, c'est que enfin, la politique climatique et énergétique européenne ne se contentait plus de, je vais utiliser un mauvais français, de target, d'objectifs chiffrés. Parce que pendant longtemps, on nous a dit aussi, en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on a des objectifs chiffrés. On a maintenant le moins 55% pour 2030 par rapport au niveau de 1990. On a l'objectif de 2050 de neutralité climatique. On nous disait, en gros, ça suffit. On a quelques instruments qui vont donner des signaux prix, le système européen d'échange de quotas d'émissions. On n'a pas besoin de faire davantage. Nous, on s'est toujours dit, mais la question des targets, c'est bien, c'est évidemment fondamental d'avoir ces étapes et ces objectifs chiffrés, ce calendrier, mais il faut aussi qu'on soit beaucoup plus précis sur le comment. Comment va-t-on produire les quantités d'énergie décarbonée dont nous avons besoin? Qui va produire les équipements industriels qui sont nécessaires à cette production? Qui va produire les infrastructures qui sont nécessaires pour transporter, stocker l'énergie, etc., etc. On a enfin quelques éléments de réponse à ces différentes questions, avec une série d'initiatives législatives qui ont été prises par la Commission européenne. Alors, sur le premier enjeu, l'enjeu coût de l'énergie. C'est évidemment pour nous l'enjeu numéro 1, fondamental pour l'ensemble du tissu industriel européen. A fortiori pour les secteurs intensifs en énergie, et je dirais même a fortiori pour les secteurs qui sont électro-intensifs comme l'aluminium. Pas besoin de grands dessins pour vous convaincre que l'Europe a traversé des temps extrêmement compliqués en matière de coût de l'énergie, pour différentes raisons, conséquence de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en gaz, problème aussi de production d'électricité, notamment en raison de certains problèmes dans le parc électronucléaire français, et aussi en raison des règles de détermination des prix sur le marché gros, puisque à l'heure actuelle en Europe, on utilise toujours ce système de la tarification au coût marginal, qui fait que mécaniquement, le prix du mégawattheure sur le marché de gros dépend
du coût marginal de la dernière centrale appelée pour répondre à la demande. Et quand c'est une centrale au gaz, comme c'est souvent le cas, le prix de la commodité gaz et le prix de la tonne de CO2 déterminent le prix du mégawattheure, ce qui fait qu'on a des prix de l'électricité sur le marché gros qui sont largement déconnectés des coûts de production réels, a fortiori lorsqu'on a un mix électrique très fortement décarboné, comme c'est le cas en France. On a pointé très très tôt ce problème au niveau de l'industrie en Europe. On nous a longtemps dit non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, le marché fonctionne parfaitement, la preuve, il n'y a pas eu de blackout, c'est les lois de l'offre et de la demande, etc. Enfin, on a eu une initiative de la Commission européenne pour réformer le marché européen de l'électricité. Ça ne va pas aussi loin que nous le souhaiterions, notamment parce qu'il y a toute une série de questions, et justement celle-ci sur le mécanisme de détermination des prix qui n'a pas vraiment été mise à l'agenda. En revanche, on a des éléments intéressants qui sont encore en discussion, qui ne sont pas toujours finalisés, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais qui permettent de, en tout cas, atténuer l'impact de la volatilité des prix sur l'industrie, avec notamment le développement de ce qu'on appelle des contrats pour différence, ou ce qu'on appelle en anglais les PPA, donc la possibilité de négocier des contrats d'approvisionnement de long terme hors marché. Ce sont des éléments intéressants qui apportent des éléments de réponse, mais qui ne répondent pas à toutes les questions qui se posent. À long terme, on a une stratégie de l'Union européenne en matière énergétique qui privilégie largement le renouvelable, avec un objectif qui vient d'être renforcé, notamment suite aux conséquences de la guerre en Ukraine, objectif extrêmement ambitieux qui consiste à couvrir à 42,5% et si possible 45% de nos besoins énergétiques en 2030 via du renouvelable. C'est extrêmement important, extrêmement ambitieux comme agenda, mais ça c'est l'objectif de long terme. Donc à court terme, on a des aides d'État, on a une série de flexibilités qui ont été prévues. À long terme, on a d'une part cette réforme du marché de l'électricité et d'autre part cette transition vers un mix électrique qui sera de moins en moins décarboné. Avec évidemment une question qui est un peu l'éléphant dans la salle, qui est quelle place pour le nucléaire là-dedans, sans ouvrir un débat qui nous amènerait un peu loin de la filière alu. La stratégie de l'Union européenne est extrêmement ambiguë de ce point de vue, puisque c'est en gros laissé à l'initiative des États membres qui le souhaitent de poursuivre dans la filière nucléaire, et on a quand même des initiatives, notamment la dernière en date, de lancer une alliance industrielle pour les réacteurs modulaires de petite taille qui a été annoncée il y a une paire de jours par la Commission européenne. Deuxième gros enjeu, les matières premières, avec là aussi une dépendance extrêmement forte, principalement vis-à-vis de la Chine, sur une série de matières premières critiques ou stratégiques. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur la différence entre critique et stratégique, mais il y a des critères qui sont utilisés par l'Union européenne pour faire le tri entre ces différents types de matières premières. On a une liste d'une trentaine de matières premières qui sont considérées comme critiques, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois économiquement extrêmement importantes et qu'il y a un risque de rupture d'approvisionnement. La bauxite a été ajoutée sur cette liste. L'Union européenne a lancé, enfin la Commission européenne, de manière plus précise, a lancé une initiative législative qui s'appelle, je vais le dire en anglais parce que je ne connais pas la version française, c'est le Critical Raw Materials Act, donc l'acte qui concerne les matières premières critiques. Et en gros, on a une série d'objectifs chiffrés qui visent à couvrir les besoins d'approvisionnement européen en matières premières critiques via le développement de sources domestiques, via des efforts sur la filière justement économie circulaire, recyclage, des partenariats avec une série de nouveaux pays, de nouveaux fournisseurs. On a aussi un meilleur suivi de ce qui se passe sur les chaînes d'approvisionnement, avec éventuellement des possibilités de stockage stratégique, avec des possibilités d'achat conjoint. Donc il y a toute une série de mesures qui là aussi sont encore en discussion, mais qui vont permettre non pas complètement de relocaliser tout en Europe et de faire en sorte que nous soyons autosuffisants en matières premières. Ça n'est pas possible, peut-être même pas souhaitable, mais en tout cas par ces trois grands ordres de mesures, efficacité, circularité
diversification de l'approvisionnement, on va réussir à réduire, atténuer cette dépendance. Troisième enjeu sur lequel je vais aller très très rapidement, c'est évidemment l'enjeu de compétition internationale avec la Chine, on en a parlé beaucoup, mais avec les États-Unis aussi. Il y a toutes ces discussions sur ces fameux tarifs que le président Trump avait appliqués aux importations d'acier et d'aluminium qui pourraient être réintroduites. On a des négociations extrêmement denses et intenses et qu'on essaie de suivre avec, dans les limites de nos ressources, évidemment, au niveau d'Industrie Europe, et on pousse un maximum pour qu'on aboutisse à un accord avec les États-Unis pour éviter la réintroduction de ces tarifs qui pourraient aussi générer de nouvelles tensions commerciales et une escalade vers quelque chose de l'ordre d'une guerre commerciale. Là-dedans, il y a évidemment la question du mécanisme carbone d'ajustement aux frontières, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure dans la table ronde sur l'aluminium vert. C'est un enjeu important, c'est un mécanisme qui pour nous est extrêmement important parce qu'on ne peut pas exiger de l'industrie européenne des efforts rapides, importants, drastiques de décarbonation, tout en laissant les importateurs importer en Europe des productions industrielles souvent beaucoup plus carbonées que ce qu'on connaît en Europe, et ce, sans qu'il y ait la moindre forme de tarification carbone. Donc ce mécanisme dont la phase de test vient de démarrer au mois d'octobre, pour une période intermédiaire de 3 ans, nous semble-t-il, est un élément important pour restaurer des conditions de concurrence et de compétition équitables entre les producteurs européens et leurs principaux concurrents. Le mécanisme est loin d'être parfait, il soulève une série de questions, mais il a le grand mérite d'exister. On suit aussi de très près toutes les initiatives, et je ne peux pas les détailler parce qu'elles sont nombreuses, mais que la Commission a prises à destination de la Chine. Le dernier en date, c'est notamment par rapport à tout ce qui concerne les véhicules électriques et les éoliennes. Là aussi, ça nous semble aller dans la bonne direction pour essayer de restaurer une forme d'équilibre commercial entre la Chine et l'Union européenne. Ceci dit, ne soyons pas naïfs, le niveau de notre dépendance vis-à-vis de la Chine est extrêmement important, extrêmement profond, pour une série de matières premières et de technologies qui sont absolument cruciales à la double transition digitale et climatique, mais aussi à la viabilité de toute une série de secteurs industriels. Donc, pour reprendre les mots d'Ursula von der Leyen, il ne s'agit pas de rompre les liens avec la Chine, il s'agit de réduire le risque. Une fois encore, en diversifiant, en relocalisant une partie, etc. Je terminerai juste en 2 mots par l'action de l'industrie de l'Europe, parce qu'on a quand même une série de réserves et d'inquiétudes par rapport à cette politique européenne, qui, de notre point de vue, est beaucoup trop proche encore de l'agenda patronal et du monde privé, en ce qu'elle préconise beaucoup trop la dérégulation, en ce qu'elle ne développe pas suffisamment les conditionnalités sociales que tu as évoquées tout à l'heure et qui ont été évoquées plusieurs fois aujourd'hui, en ce qu'elle repose beaucoup trop pour son financement sur les aides d'État, et donc là il y a un risque d'avoir une Europe à 2 ou à 3 vitesses avec des États membres et des régions qui n'ont pas les capacités fiscales de fournir ces aides d'État, qui vont être laissées à la traîne dans une période de transition extrêmement rapide. Donc tous ces éléments-là nous inquiètent, raison pour laquelle on lance une campagne en vue aussi des prochaines élections européennes, campagne qu'on lance avec la Confédération européenne des syndicats, pour souligner l'importance d'une politique industrielle européenne qui crée des emplois de qualité. Pour garder ce double aspect, politique industrielle et qualité de l'emploi, parce que comme le disaient la plupart des intervenants, et je pense que c'est un point très important, un message très fort à retenir de ce premier panel, c'est qu'il y a un lien fondamental entre le tissu industriel, notre capacité à garder, à développer des activités industrielles sur le territoire européen et notre système social. Si on perd l'un, on perd l'autre. Eh bien, merci Benjamin pour cette entrée en matière qui est fort intéressante, et merci d'avoir distingué ces 3 enjeux énergétiques, de matières premières pour le recyclage notamment, et puis de compétition internationale. Et on voit bien que là aussi cette dimension européenne, elle rentre en interaction aussi avec les préoccupations qui ont été exprimées, et de terminer effectivement sur cette notion de dialogue social et d'interpellation des décideurs politiques. C'est évidemment là aussi une démarche qui est pleine de bon sens. En tout cas, merci à
à chacune et chacun pour ces prises de parole de qualité, qui étaient vraiment d'une complémentarité très intelligente, et puis c'était aussi c'est aussi l'occasion de cette entrée en matière de montrer que tout ça, c'est pas des débats théoriques. Ça se passe à hauteur de femmes et d'hommes. Et vous êtes des actrices et des acteurs dans cette filière. Donc merci à vous de vos engagements et merci à vous de cette contribution pour démarrer cette matinée très, très instructive.